Bonjour, bonjour. Effectivement, ça me fait grand plaisir d'être aujourd'hui avec vous à l'Institut d'éthique appliquée pour lequel j'ai beaucoup d'estime et je vais conclure avec ça d'ailleurs. Je vais commencer par ailleurs on m'a fait observer récemment, j'aurais dû m'en rendre compte bien avant, mais ça fait juste quelques mois que j'en ai pris conscience, que je finissais à peu près tous mes articles en refusant de conclure. Et en disant, parfois même en donnant comme dernier sous-titre, sans vraiment conclure, puis je posais plutôt des questions. Alors, je viens ici avec plus de questions que de réponses, parce que c'est des questions que je me pose, dont je vais vous faire part aujourd'hui. Au fond, les questions que je porte aujourd'hui, elles sont liées beaucoup à ce qu'on entend parfois euh, et de la part de plein de monde, des hommes et des femmes politiques, oui, mais plein de monde en général, aussi des hommes d'affaires ou n'importe quoi, qui vont dire, au fond, j'ai rien fait de contraire à la loi, j'ai respecté les règles, alors je vois pas, j'ai rien à me reprocher. Oh, peut-être que du point de vue de l'éthique, on pourrait critiquer, mais bon, non, j'ai rien à me reprocher. Je me souviens, j'étais en pleine rédaction d'un livre que j'ai publié en 2004 et qui s'intitulait Éthique avec un S, éthique au pluriel, dit et non dit, contredit, interdit. Puis ce qui me frappait, c'était qu'il y avait cette espèce de contradiction souvent avec plein de choses. Et surtout à ce moment-là, j'étais donc en préparation de ce livre-là, lorsque à la télévision, au téléjournal le soir, à Radio-Canada, sont venus parader, au fond, plein de députés et de ministres d'Ottawa, là on remonte donc à 2003, automne 2003, qui venaient s'excuser l'un après l'autre au téléjournal de n'avoir pas consulté le conseiller en éthique du bureau du premier ministre avant d'accepter l'invitation, il me semble que c'est de M. Irving, un camp de chasse ou un camp de pêche, selon les cas. Mais personne ne disait j'ai pris conscience que ça se fait pas quand on est ministre ou député. Personne n'avait pris conscience de dire que je portais ainsi atteinte, éventuellement sans m'en rendre compte, à la politique, à la vie politique et à la vie démocratique. Non, simplement, ce dont il s'excusait, c'était de n'avoir pas consulté le conseiller en éthique. Puis je me suis dit, où est-ce qu'on est rendu? Là? Et c'est à partir de cette question-là, donc, que je me suis déjà posé la question, mais ça m'a pris du temps avant de me réveiller vraiment. Et c'est pour ça que c'est à partir, donc, de ce constat-là et des questions que ce constat-là a suscité, c'est-à-dire que je me dis, si on peut dire, oh, finalement, c'est rien que l'éthique qui est en cause, c'est pas grave. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, de sorte que c'est, au fond, je pourrais diviser ça en trois questions. Au fond, la première question, c'est d'où vient qu'on puisse parler comme ça aujourd'hui? Et donc, penser aussi comme ça. C'est pas juste qu'on dit, c'est correct, j'ai respecté la loi et les règles, ou le tigre, bof. C'est, comment ça se fait qu'on en est arrivé là? D'où ça vient? Et donc, et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi est-ce que nous en sommes là? Deuxième question. Et la troisième question, pourquoi en sommes-nous encore là et qu'est-ce que nous pourrions faire pour que peut-être ça change? Et donc, en trois temps, je pense que d'où vient qu'on puisse penser ainsi? Je pense que ça renvoie finalement à la nature assez étrange de l'éthique. Et je vais m'attarder à ça un peu. Ça vient aussi, je pense, pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là? Je pense que c'est beaucoup à cause d'un héritage, d'un lourd héritage d'hétéronomie, sur lequel je voudrais m'attarder un peu. Et à la fin, je vais plaider pour une appropriation, ou dans certains cas, une réappropriation de leur éthique par les acteurs. Alors, voilà
le plan. Au fond, je me suis amusé en préparant cette conférence parce que je suis toujours bavard, alors je peux parler sans trop me fier à mes notes, mais en même temps, parfois je trouve ça intéressant d'écrire un premier jet de mon texte, après ça je le parle, puis après ça, si au besoin, je le réécris, mais je suis essentiellement quelqu'un comme ça. J'ai toujours refusé de ne pas préparer mes cours. Mais parfois, comme a dit quelqu'un d'autre, je dis, je ne sais pas de quoi, il m'a dit, ça vous prend combien de temps pour préparer un cours? Et l'autre répond, ben 30 ans et 20 minutes. Mais, mais bon, mais par-delà la boutade, mais j'ai toujours senti que ça prenait plus que 20 minutes. Mais qu'après ça, ça me permettait, après ça, de parler plus d'abondance. Mais là, je vais me fier à ceci parce que j'ai décidé tout à coup de cliquer Google en demandant simplement, au fond, éthique définition. Ce qui m'est arrivé d'abord, c'est une première définition du site L'Internaute. L'éthique, valeurs qui peuvent être appliquées personnellement ou professionnellement. Bon, c'est assez simpliste, mais on ajoute tout de suite à ça. Sens 1, concept philosophique lié à la morale. L'éthique en philosophie est une discipline issue de réflexion faisant réfléchir les penseurs des conditions, des valeurs ou encore des finalités. Sens 2, ensemble des conceptions morales qui dictent ses actes à quelqu'un. Ah bon? Selon le dictionnaire La Toupie, qui vient tout de suite après, l'éthique est la science de la morale et des mœurs. C'est une discipline philosophique qui réfléchit sur les finalités, les valeurs, l'existence et les conditions d'une vie heureuse, sur la notion de bien, sur les mœurs et la morale. Excusez-moi. Pardon. Ça, c'est mes allergies, ne vous inquiétez pas. Et donc, finalement, quand on arrive à des définitions un peu plus rigoureuses, on va distinguer assez régulièrement ce qu'on va appeler l'éthique comme partie de la philosophie et comme devant orienter, accompagner, juger, mon cœur, les pratiques. Il y a donc deux pôles, et comme une double appartenance de l'éthique, je pense. L'éthique a un pôle théorique, un pôle pratique. Son pôle théorique fait en sorte qu'il appartient à la philosophie, laquelle a toujours été en lien historiquement avec plein de sciences qui se sont dégagées, ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences humaines. Et par ailleurs, son autre pôle, c'est la pratique. Et je vous dirai tantôt pourquoi j'aime pas tout à fait, même si j'accepte, il ne faut pas faire des querelles de mots, la notion d'éthique appliquée. Parce qu'elle peut donner l'impression parfois que l'éthique préexiste en quelque sorte à son application. Alors que quand les gens expliquent ce que veut dire l'éthique appliquée, ils disent bien que ça ne veut pas dire ça. Et donc parfois j'aime mieux, j'ai déjà dit aussi l'éthique en l'acte, mais je dis ça revient au même. C'est un peu comme si l'éthique préexiste à l'état comme de possibilité, et tout à coup qu'elle passait à l'acte. Et donc, j'aime mieux, depuis quelque temps, parler d'éthique pratique. L'éthique plus théorique, éthique... mais bon, peu importe. L'important, c'est qu'il y a comme deux pôles. Et un des phénomènes qui s'est passé au cours des, disons, 50 dernières années, c'est l'autonomisation de l'éthique. Je vais avoir l'occasion demain de m'attarder un peu plus longuement là-dessus. Mais il est clair qu'au Québec, on a senti le besoin, après une hégémonie de la morale catholique, disons, on a senti le besoin de laïciser l'éthique, mais aussi de l'arracher, je ne sais pas trop pour quelle raison, ou de l'autonomiser par rapport à la philosophie.
Probablement parce qu'on sentait que cet écart théorie-pratique, il y avait quelque chose qui tiraillait là-dedans, quelque chose qui n'allait pas. Et donc, l'éthique a cherché à s'autonomiser et à certains égards, elle a eu tendance à, je dirais, à s'affaiblir philosophiquement. Pas toujours, mais parfois. Elle s'est autonomisée aussi parce que, par rapport aux praticiens, c'est un peu comme s'il y a des spécialistes qui se sont employés à aider les autres à définir leur éthique et parfois à dire aux autres quoi faire sur le plan de l'éthique. Et donc, cette autonomisation-là, je la trouve ambiguë. Parce que, au fond, sur le plan plus théorique, je pense que la philosophie même, mais l'éthique surtout, doit beaucoup au regard que d'autres disciplines peuvent avoir sur elle. Par exemple, en sociologie, sur le rôle de l'éthique dans une société. En droit, sur les rapports entre l'éthique et le droit et le reste. Et donc, même en s'arrachant de la philosophie, on s'est arraché un peu de tout ça aussi pour créer une espèce d'éthique autonome par rapport, mais aussi une éthique autonome et tellement autonome qu'elle risque de devenir hétéronome pour les acteurs. C'est-à-dire les acteurs ne se guident plus par eux-mêmes, ils attendent les normes, ils attendent les directives, ils attendent les référentiels, peu importe le mot qu'on leur donne à ça. Et donc, je finis ce premier volet-là par la question, au fond, mais si les lieux de l'éthique étaient toujours finalement hors d'elle, et l'éthique à ce moment-là est la théorique et la pratique. Moi, je pense que l'éthique, elle se développe beaucoup plus, donc hors d'elle, parce qu'elle a besoin de bases philosophiques plus rigoureuses et le reste, mais aussi hors d'elle parce qu'elle a besoin du concours des sciences humaines. Et c'est souvent là, en tout cas, moi, dans mon expérience personnelle, c'est sûr que si on regarde mon CV, on pense que je suis venu à l'éthique par la philosophie et la théologie. J'y suis venu par la littérature et l'enseignement. Effectivement. C'est la littérature, c'est les tragédies grecques, c'est les écrits de Camus qui m'ont posé des questions éthiques, parce que j'enseignais cela. Et en enseignant, je me suis mis à me poser un tas de questions, comme par exemple, de quel droit est-ce que j'enseigne? De quel droit est-ce que j'ose changer quelque chose dans la vie des autres? Puis bon, ça, c'est, comme je dis parfois à la blague, quand j'évoque ça, c'était dans un collège des Jésuites, et on disait des Jésuites que, donc j'enseignais au Collège Sainte-Marie de Montréal, et on disait des Jésuites qu'ils avaient l'art de répondre à une question par une autre question. Et donc, sans me rendre compte, je me suis... et ce sont un jésuite à qui on demande un jour, pourquoi répondez-vous toujours à une question par une question? Réponse, et pourquoi pas? Bon. Mais moi, je me suis plutôt posé la question, au fond. Après m'être dit de quel droit est-ce que j'interviens, je me suis posé la deuxième question. De quel droit est-ce que je garderais pour moi seul ce qui me semble fécond? C'est ce qui me semble intéressant pour apprendre à vivre. Et donc, à partir de ce moment-là, ça m'a posé une nouvelle question à laquelle je n'ai pas voulu répondre par une question. Je me suis dit, je n'ai pas le droit d'imposer aux autres ce que je pense. Je n'ai pas le droit d'imposer comme enseignant aux autres de penser comme moi. Mais j'ai le devoir d'exiger qu'ils pensent. Et pour penser, il faut aussi apprendre à argumenter. Et donc, j'ai le devoir d'exiger qu'ils argumentent. Et donc, depuis ma première année d'enseignement, en 1958, au collège, jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est probablement le seul engagement que j'ai pris et que je crois avoir tenu.
pas par vertu, au fond, parce que je suis incapable de conclure. Bon. Et donc, d'où est-ce que ça vient, cela? Je pense que nous sommes les héritiers, peut-être un peu plus au Québec qu'ailleurs, mais dans tout l'Occident dit chrétien. Et dans d'autres civilisations, on retrouverait des choses tout à fait semblables. Nous sommes donc les héritiers, les descendants, malgré le siècle des Lumières, de l'exigence du respect d'une volonté divine. C'est-à-dire que la loi, même chez les Grecs, chez les stoïciens, mais chez l'ensemble des Grecs, il y avait un ordre cosmique qu'il fallait respecter. Et heureusement, le logos cosmique, on pouvait le connaître parce qu'on avait, nous autres, la raison. On avait un logos. Donc, il y a une raison universelle à laquelle on ne peut rien changer. Mais notre raison nous permet de la comprendre. Et à ce moment-là, ben, on va pouvoir, dans sa vie, la respecter. Et c'est la fameuse, les fameux 3 versants ou 3 volets de la prière des AA, là, qui est d'inspiration nettement stoïcienne, où on a converti en prière, mais c'est de demander à Dieu, d'accepter les choses auxquelles on ne peut rien changer, de changer celles qu'on peut changer, puis 3, d'avoir la sagesse de pouvoir différencier les deux. Quand est-ce qu'on n'y peut rien, quand est-ce qu'on n'y peut quelque chose. Mais donc, cet ordre cosmique ou la volonté divine, le plan divin, et on n'y peut rien changer. Il faut s'y soumettre. Et en plus, Dieu nous a révélé sa loi. Et donc, il faut s'y soumettre, il faut l'accepter. Et la loi divine, elle nous a été médiatisée un peu partout par les évêques, les prêtres, le pape, les autorités religieuses et le reste. Et donc, on n'a pas appris ce que Kant a fait et proposé de faire, au fond, de dire non, on peut affranchir, quand il parle d'affranchissement d'abord de la raison. Donc, on peut connaître les choses même sans la révélation. Et il ne dit pas, il n'a jamais dit que la révélation était inutile et tout ça, non. Mais, et on peut aussi, et c'est ça son grand travail pour arriver à l'impératif catégorique, là, on peut aussi, par la lumière de la raison, se donner une règle qui va valoir partout et toujours. Et au fond, je serais tenté de dire un peu caricaturalement, là, à la limite, sa grande règle, c'est de faire le bien, mais non, c'est un peu plus précis que ça. Mais c'est, par exemple, dans une des formulations, ne jamais prendre un être humain comme un moyen seulement, mais toujours comme une fin. Et donc, on fait de lui le père de la conception de la dignité humaine. Et donc, à cause de ça, le père, si on veut, des chartes des droits et le reste. Mais donc, ceci, ça s'est pas passé au Québec, ça s'est pas passé à peu près nulle part, vraiment. Ça n'est pas allé au fond des consciences et des cœurs et des esprits. On a continué de se référer souvent à l'autorité des clercs. Et c'est pour ça que je vais ouvrir un petit chapitre sur la perversité du confessionnal. C'est au moment où ce sont... partout, on s'est indigné, on a pris conscience, et ça s'est multiplié, de l'horreur des abus des enfants dans les collèges, dans les paroisses. Et au moment où on a pris cette conscience-là collectivement, ça me saute aux yeux, je me dis, mais quelle horreur! Il était possible pour ces prêtres et ces religieux d'aller se confesser. Et après ça, ils redevenaient blancs comme neige. Et
Et donc, c'est pas très responsabilisant. Et il y a quelque chose là, de vraiment, je pense, horrible. Il y a d'autres éléments aussi qui font que c'est horrible aussi d'avoir à un moment donné un homme qui sait ce qui se passe dans les chambres à coucher de tout le village. C'est troublant. Je pense que la confession telle qu'elle a été pratiquée est un abus. Et je pense qu'on en paye le prix jusqu'à un certain point. Je ne veux pas tout rattacher à ça. Mais je dis, si on avait vécu, même à l'intérieur du christianisme, dans des courants de pensée où le libre arbitre est plus accentué et où même la libre interprétation, en quelque sorte, des textes, tout le protestantisme, au fond, était peut-être moins, j'ose pas dire, mais je vais dire quand même, moins aliéné, c'est-à-dire moins enclin, moins porté à abandonner. Moi, il y a des gens que j'ai connus, y compris un jésuite qui était professeur à l'Université de Montréal et que j'avais invité à écrire un texte pour la revue Relations quand j'étais là. Parce que j'ai passé quand même 25 ans de ma vie chez les jésuites. Bon, et donc, et je lui avais dit, mais écoute, oui, c'est conforme à la doctrine sociale de l'Église, mais bon, écoute, dans le concret, dans le réel, là, comment est-ce que la réflexion a avancé depuis ce temps-là? Et il m'avait dit, écoute, Guy, je me suis pilé sur le corps et sur le cœur et sur l'esprit pour accepter intégralement la doctrine sociale de l'Église. Tu ne m'en feras pas changer. Je suis resté un peu éberlué. Et je pense qu'il y a quelque chose de profondément scandalisant. Bon, quand prêtre, j'étais dans une paroisse où on a pratiqué, à l'époque, ça se faisait, les confessions communautaires, c'est-à-dire que le sacrement de pénitence communautaire, donc il n'y avait pas d'aveu. Mais ça, il m'est arrivé aussi d'entendre quand même des confessions. Mais je sentais le besoin très souvent de couper court. Parce que je me disais, mais de quel droit est-ce que moi, je m'arroge cette espèce de rôle-là de... Bon, petite anecdote pour que ce soit moins lourd que ce que je dis là. Mais un jour, je reçois au confessionnal un jeune homme, peut-être fin vingtaine, début trentaine, mais plutôt fin vingtaine, qui s'accuse d'avoir eu des gestes déplacés avec une femme. Alors moi, je lui dis, ben quoi, c'est des gestes déplacés avec une femme que tu aimes? Il dit, oh oui, bon. Ben, je dis, écoute, oui. Qu'est-ce que tu entends par geste déplacé? Ben, je l'ai embrassé pas mal longtemps. Ben, je dis, écoute, bon, je vois pas le problème là. Bon, il revient 3 ou 4 fois. À un moment donné, j'étais quasiment accédé, puis je lui dis, ben, il dit, oui, mais je suis frère. Il était chez les frères, il était chez les religieux. Là, j'avoue que je suis parti à rire. J'ai dit, bon, ben là, écoutez, mais j'ai senti le besoin quand même de dire, parce que je trouvais que c'était absurde. Je dis, je pense que vous avez une décision à prendre, puis c'est pas moi qui vais la prendre pour vous. Mais je pense que vous avez à choisir. Est-ce que vous voulez vivre avec une femme ou est-ce que vous voulez vivre dans votre communauté? Mais je me rendais compte à ce moment-là comment il y a quelque chose d'absurde de se dire, je vais l'avouer, je vais avoir le ferme propos de ne plus recommencer, en étant par ailleurs bien conscient que je vais recommencer. Et puis ça y est, c'est fini. Je dis non, non. Et donc, c'est pour ça que je dis quelque chose d'assez terrible. Et je pense que ça n'a pas contribué, à tout le moins, au développement de l'autonomie et de la responsabilité. Je me souviens aussi quand j'ai fait du service en paroisse, il y avait un autre jésuite qui était avec moi. C'était dans une paroisse dont le curé n'était pas jésuite. Mais et un jour, une femme est venue le voir pour lui dire, écoutez, je voudrais avoir des conseils pour l'éducation de mon fils. Alors, je lui ai dit, oh, je ne sais pas si je suis la personne désignée pour ça. Moi, mon premier, j'ai vraiment raté mon coup. Le deuxième, puis un moment donné, il lui dit, vous avez des enfants? Il dit non. Mais ce que je vais vous dire précisément, c'est que je n'ai pas d'enfants. Alors, je ne peux pas vous donner de conseils pour l'éducation de vos enfants.
Et pourtant, les curés en ont donné plein de conseils pour l'éducation des enfants. Et horreur des horreurs, on est allé jusqu'à parfois dire à des femmes qu'elles pouvaient, oui, accepter le coït interrompu si leur mari était trop exigeant pour ne pas qu'il aille chercher ailleurs ce qu'elle ne lui offrait pas, à la condition de ne pas jouir, à condition de n'y prendre pas plaisir. C'est, dans ce cas-là, même déstructurant. C'est un cas exceptionnel, je pense, mais quand même, qu'on ait pu aller jusque-là, il y avait des choses au moins très étonnantes. Mais donc, je pense que ça, c'est un peu comme si on avait radicalisé l'hétéronomie. C'est-à-dire qu'on avait dit, tu dois te soumettre à Dieu, et Dieu, c'est l'absolu. Et donc, ce qu'il a dit, tu dois le faire. Donc, c'est très loin de même des positions de Thomas d'Aquin, pourtant grand théologien de l'Église, mais qui disait, lorsque la loi est d'un côté, y compris la loi révélée, disons, est ta conscience, si ta conscience est opposée à la loi, suis ta conscience. Donc, c'était possible d'avoir une lecture chrétienne de toutes ces choses-là qui faisaient place à l'autonomie, mais une certaine façon de le vivre allait complètement à l'encontre de ça. Bon. Écoutez, je pourrais m'attarder encore là-dessus un bon moment, mais passons à autre chose. Parce que sur les... Ouais. Je pense que donc les acteurs, au fond, partout, quand je parle d'acteurs, c'est les humains, mais dans tous les champs d'activité, se sont comme désappropriés de leur propre conscience, de leur propre autonomie, de leur propre responsabilité, en demandant à d'autres, et cette dame que j'évoquais, demandant au curé ce qu'elle doit faire avec ses enfants. Bon, remarquez, je ne dis pas qu'on ne peut pas recourir à des conseillers, bon, mais fallait-il que ce soit le clerc? Probablement que dans certains cas, dans les paroisses, à l'origine, c'était une des rares personnes instruites. Il ne faut pas remonter trop loin, par exemple, parce que si on remonte à Charlemagne, par exemple, on va se rendre compte que les prêtres changeaient les mots de la messe, par exemple, parce qu'ils n'y comprenaient rien. Et donc, les prêtres eux-mêmes étaient plus ou moins lettrés dans certains cas. Et une des sources de la volonté de Charlemagne d'établir un peu quelque chose de l'ordre d'une école venait du constat qu'il faisait que même le clergé était ignare. Mais bon, je pense que dans un milieu comme le Québec, par exemple, c'est vrai qu'il arrivait dans des villages que ce soit une des personnes. Il y a eu aussi dans beaucoup de villages des conflits entre le curé et le médecin, autour notamment de l'éthique sexuelle, qui était aussi, durant toutes ces années-là, le cœur de la morale chrétienne catholique. Le reste était un peu accessoire. Oui. Donc, je vais rappeler d'abord qu'il y a fort longtemps, donc M. Platon, mais Platon, pour Platon, quand on a vraiment contemplé, grâce à la philosophie, le beau, le vrai, le bien, on sait comment agir. Et on pourrait, donc, on sait aussi comment gouverner. Et on a eu recours à lui à 2 reprises, semble-t-il, pour mettre sur pied des gouvernements de philosophes, et ça n'a pas fonctionné. Pas plus que le gouvernement des universitaires du Parti québécois à une certaine époque. Ça avait beau être des universitaires en majorité, c'était pas nécessairement mieux que quand c'était des avocats et des garagistes. Bon, enfin,
Je ne vais pas me peser le garagiste en disant ça, les avocats non plus. Euh, donc, mais pour Platon, l'essentiel de la connaissance, c'est la théoria. Donc, c'est la contemplation de la vérité, entre guillemets. Et au moment où j'aurai capté ça, je vais être capable de le mettre en pratique, puis d'aider d'autres à le mettre en pratique. Aristote, qui a été le disciple de Platon pendant plusieurs années, dit, s'agissant de l'action, non, ça ne va pas. Pour savoir comment agir, il faut avoir cette phronésis, cette sagesse pratique. Et là, quand il essaie d'expliquer c'est quoi cette sagesse pratique, il dit c'est celle qui permet à Périclès, ancien chef d'armée et maintenant chef civil d'Athènes, c'est ce qui permet à Périclès, au fond, de savoir comment, dans le réel, il faut faire pour, c'est pas mot à mot du Aristote, ça, là, mais pour le plus grand bien de tous et de chacun. Et donc, ce qu'il se trouve à dire, et il y a eu beaucoup de travaux qui se sont faits plus récemment sur le savoir pratique, par exemple, mais tout le savoir théorie pratique est un savoir fort, est un rapport fort complexe. À peu près tous les étudiants qui sortent de l'université et qui s'en vont pratiquer dans n'importe quel champ, disent tout à coup, ben, ce que j'ai appris à l'université, quand j'ai voulu l'appliquer, ça n'a pas marché. Moi, je dis toujours, forcément, le savoir théorique, et puis souvent, ce n'est pas des savoirs théoriques qu'on dispense à l'université, c'est souvent des savoirs que j'appelle modélisés. C'est des modélisations, c'est-à-dire on a modélisé les pratiques, mais le savoir théorique n'est pas fait pour être mis en pratique. Il est fait pour éclairer le praticien. Et donc, le savoir pratique ne peut jamais conduire directement au savoir pratique. Mais le savoir pratique se développe dans la pratique. Et les Grecs anciens aussi disaient, il y a comme 3 niveaux de ce savoir pratique. Il y a un premier niveau qui est celui de la techné, de la technique des savoir-faire. On apprend un certain nombre de savoir-faire, y compris quand on est en philosophie, on apprend comment philosopher. On développe un savoir-faire philosophique. Bon, donc, il y a un savoir technique, mais parfois c'est de recours à des outils, savoir comment faire avec ces outils. Mais il y a aussi un autre type ou un autre niveau de savoir pratique qui est celui que les Grecs appelaient la métisse et qu'on a traduit par la ruse. Ça peut être la ruse, mais c'est un peu aussi, il y a des Français qui ont parlé à un moment donné de l'oblique. Il y en a un jour, un collègue intéressé à l'éducation des adultes en France a questionné une série de praticiens, dont un boulanger. Alors, il essayait de faire parler sur son métier, puis tout à coup, il lui dit, mais quand la pâte ne lève pas, alors là, l'autre répond, ah, ça dépend du biais du gars. Il l'a fait répéter 2 ou 3 fois, puis en disant, ça dépend du biais du boulanger. Il dit, oui, oui. Il dit, ça dépend de la façon dont tu s'y prends. Puis au fond, c'est qu'il y a des choses, par exemple, en enseignement, on sait bien que si on veut interagir avec un élève, il ne faut pas le prendre de front. Ou même les parents avec un enfant. Il faut le prendre de biais, au fond. Alors, donc, cette ruse, ce qu'on a traduit par ruse, ça peut être la ruse parfois. On contourne l'objet, on passe par-dessus, on passe en dessous, parce qu'on ne peut pas l'obstacle est là, on ne peut pas le franchir. Donc, on ruse, mais c'est aussi un savoir qui n'est pas simplement des savoir-faire, mais qui se dit, au fond, dans telle situation, lequel de mes outils j'utilise. Une des images que j'aime bien pour comprendre le rapport théorie-pratique ou pratique-théorie, mais théorie-pratique, c'est que si je sais théoriquement que c'est la ligne droite
qui est la plus courte entre deux points. Mais si je suis en train de naviguer sur le fleuve Saint-Laurent et que je veux aller juste en face sur l'autre rive, je vais mettre le cap par là, en haut du courant. Et je vais jouer avec les vents, les marées, et tout ça pour me rendre de l'autre côté. Et donc, c'est le savoir de l'acteur, c'est le savoir du navigateur, et tout acteur est un peu navigateur. Quelqu'un qui a fait réparer sa cuisine il n'y a pas très longtemps, ça fait quelques années quand même, tout remis à neuf, et était déçu parce que le plombier qui avait avancé l'ouvrage beaucoup, mais lui dit tout à coup, et parfois il dépassait les 5 heures, il se rendait quasiment à 7 heures, puis de sorte qu'elle était convaincue qu'il était pour finir le vendredi, et puis tout à coup il lui dit à 4h30, bon, non, je vais revenir lundi, puis elle était toute déçue, puis elle dit, mais vous pourriez... Il dit, non, non, il dit, c'est parce que je veux rien démolir, puis je suis pas capable d'aller rejoindre ça avec aucun des outils que j'ai. Il va falloir que je m'en patente un en fin de semaine. Et donc, il est revenu le lundi matin, puis il s'était patenté un outil, puis il est allé faire ce que... Donc, tous ces outils étaient inadéquats. Il a dû en créer un pour... Donc, ça relève ça de ce qu'on a, de la métisse, c'est-à-dire d'un savoir pratique, mais qui innove, qui ne suffit pas simplement de dire « Ah, j'ai appris à faire ça comme ça ». Mais qui dit « Non, je ne peux pas faire ça comme ça dans cette situation-ci. Donc, qu'est-ce que c'est que je vais trouver ?» Donc, savoir technique, ou la technique, savoir naviguer, ou la métisse. Mais et il y a un troisième niveau qui est précisément celui de l'éthique ou de la phronésis. C'est-à-dire, c'est cette capacité de peser les choses. Aristote parle quelque part de la raison calculatrice. Mais donc de calculer, de peser, de mesurer, puis de se dire, non, non, tout bien considéré. C'est pour ça que je résume les choses en disant, pour le bien de tout le monde, puis le bien de chacun, c'est cela qui convient le mieux. Et donc, c'est la délibération, au fond, où je peux bien avoir des principes, je peux bien avoir, mais tout à coup, je me dis, c'est dans cette situation-ci, je veux promouvoir la justice, comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux être le plus juste possible, de sorte que tout le monde ait sa part et que chacun ait sa part? C'est comme ça, quand je travaille avec les directeurs d'école, j'insiste toujours beaucoup sur... Quand on élabore des politiques, forcément, on est benthamiens. C'est-à-dire qu'on est utilitariste, c'est-à-dire qu'on vise le plus grand bien du plus grand nombre. On est aussi, parfois, quand on est à un niveau intermédiaire ou quand on ne fait pas de grande politique pour le plus grand nombre, on est aussi rawlsien, si vous voulez, ou libéral. C'est-à-dire qu'on dit non, il faut quand même donner, parfois même le gouvernement va faire ça. Il faut donner plus à celui qui a moins pour compenser un peu les inégalités. Mais c'est sûr que malgré le fait que je serve le plus grand nombre, puis qu'il faut tout à coup que je recours à la philosophie féministe, disons, ou à la philosophie du Caire, ou à l'éthique du Caire, et de dire oui, mais il ne devrait pas y avoir de laisser pour compte aussi. Et donc, après que j'ai adopté des politiques générales, après que j'ai essayé de mettre ça en œuvre de façon différenciée pour tenir compte des inégalités, je vais constater qu'il y a des bolés, puis qu'il y a des exclus à l'autre bout, puis je vais essayer de faire en sorte que les bolés puissent aller plus loin, puis que les exclus aient au moins un minimum qui va leur permettre d'entrer correctement dans la vie. Bon, j'illustre ça comme cela, mais c'est simplement pour dire que ces trois savoirs pratiques-là, ça appartient pas à la philosophie. Et c'est pourquoi, au fond, les théories contemporaines de l'action, je me rends compte qu'il manque un N quelque part, rationnel,
Mais il y a eu longtemps ce qu'on appelait la théorie rationnelle, puis après ça, on a remplacé ça par les théories appliquées, des théories de l'action rationnelle. On a dit après ça, les théories de l'action planifiée. Donc, parce qu'on voulait planifier l'action. Mais il y a divers auteurs qui nous ont conduits à prendre conscience que non, mais une fois l'action lancée, il n'arrive pas parfois que quelque chose, que l'imprévu arrive. Il arrive toujours que l'imprévu arrive. En tout cas, moi, je ne connais pas d'expérience où un plan a pu être réalisé tel qu'il avait été planifié. Il a toujours fallu le modifier en cours de route. Et il en va comme ça de l'action aussi. J'ai beau avoir une tête bien faite, j'ai beau avoir de bons outils, j'ai beau avoir une bonne formation. Quand j'arrive dans l'action, je suis inévitablement dérouté. Parce que j'ai déjà fait l'éloge de l'incertitude. Ça, c'est en 1999, donc c'est au millénaire dernier, alors c'est passé. Il y a un étudiant qui me demande un jour, j'étais dans mon bureau sur l'heure du midi, probablement en train de manger un sandwich. La porte est entrouverte. Il se passe la tête et il me dit, je ne veux pas vous déranger, je voudrais juste savoir, est-ce que c'est vrai que dans les travaux universitaires, on ne peut pas citer des auteurs qui ont publié il y a plus de 4 ans? Je lui dis, tout à fait vrai, c'est bien dommage que Platon n'ait pas publié récemment. Il dit, j'ai compris. J'ai jamais su ce qu'il avait compris au juste, mais bon. Mais c'est pour signifier comment il y a des choses, même dans le travail intellectuel, il y a toujours de l'imprévu. Je peux même donner ça comme règle des auteurs récents. Et c'est sûr que si je travaille sur des enjeux récents ou des enjeux ou des objets où il y a eu des bouleversements fondamentaux scientifiquement, là, sur le plan scientifique, c'est sûr que je vais retenir les auteurs des dernières années. Mais ça n'empêche pas que ce qui a été dit avant puisse être fort éclairant parfois aussi. Bon. Donc, et au fond, qui peut agir une fois l'action lancée, sinon l'acteur? Ou parfois un autre acteur à côté de lui, mais donc, c'est pas, entre guillemets, l'éthicien. Et il n'y peut rien. L'éthicien, je dirais, à la limite, pourrait avoir aidé l'acteur à penser son action, mais il ne sera plus là au moment où Et c'est pour ça que dans le journal de ce matin, là, je ne connais pas le fond des choses, alors je ne veux pas me prononcer là-dessus, mais Morneau, paraît-il, il aurait des problèmes, on soulève de possibles conflits d'intérêts, je ne sais pas quoi. Puis alors, mais sa réponse, c'est de dire, j'ai suivi en tout point l'avis de la commissaire à l'éthique. Oui, mais ça répond pas. Puis ça, j'ai suivi en tout point. Il faudrait qu'il puisse dire pourquoi il estime que non. C'est pas juste le jugement c'est le sien qui. Et lui peut corriger quelque chose. La commissaire à l'éthique pourra éventuellement lui recommander de corriger quelque chose, mais bon, mais cette idée, donc, j'ai respecté la loi, j'ai respecté les règles, oh, ben, l'éthique peut-être, mais comme c'est pas grave. Et je pense que c'est seulement l'acteur donc qui peut changer quelque chose. Et je conclus en disant, au fond, si l'Institut peut être un lieu où les regards de diverses disciplines peuvent aider à mieux comprendre l'éthique, à mieux comprendre son rôle dans la société, et si elle est un lieu où des acteurs dans divers champs peuvent développer, s'approprier, construire leur éthique, ben, je dis bravo et surtout merci, parce que je pense qu'il n'y a guère qu'à l'Institut d'éthique appliquée que l'on fasse quelque chose de cet ordre-là au Québec, présentement. Non pas qu'il ne se fasse rien en éthique ailleurs. À l'Université de Montréal, je pense qu'il y a plein de conférences fort pertinentes et fort utiles et fort intéressantes. Je pourrais donner quelques autres exemples, mais je pense qu'il n'y a qu'ici qu'on tente cette jointure-là
je dirais, qui met, au fond, des savoirs parfois un peu théorisés, des savoir-faire modélisés, mais sans les imposer, en associant, en proposant plutôt à des gens chercheurs ou professeurs et acteurs terrain, à bâtir quelque chose eux-mêmes. Ça ne veut pas dire que le concours du philosophe est inutile ou du théologien, parce que je dis parfois que pour moi, même quand j'étais en théologie, c'est ce que je soutenais, parce que j'ai commencé ma carrière en théologie. Mais je veux dire, au fond, la théologie n'est rien d'autre que de la philosophie qui accepte de rester à l'intérieur d'un cadre, d'un credo. Mais au fond, il n'existe pas, à mon sens, une telle chose que la science de Dieu, théologie. Donc, c'est quand même une philosophie, mais dont l'objet est particulier, et ce qui est tout à fait légitime. Mais, ben voilà.